Bonjour et bienvenue dans le séminaire d'unité de l'UMR s'adapte. Aujourd'hui nous accueillons Catherine et Raphaël Larère sur leur ouvrage « Le pire n'est pas certain ». Donc, merci de l'invitation. On est très contents du lieu nouveau. Je dis pas qu'on n'aurait pas préféré simplement aller à Paris, mais bon, no comment. Euh, donc oui, on va vous présenter les thèmes principaux de ce livre. Le pire n'est pas certain, qui a été publié en septembre 70 et dont une version de poche. Donc c'est la même couverture que la première édition, mais c'est un peu plus petit et c'est assorti d'une postface qui a été rédigée cet été. Alors, puisqu'il était question du titre, hein, comme à peu près tous les livres qu'on a écrits, c'est notre éditeur, ou plutôt notre éditrice, Amélie Petit de Premier Parallèle, qui a trouvé ce titre que je trouve excellent. Hein. Et d'ailleurs, si on devait recevoir des sous chaque fois qu'il est prononcé, pas assez riche. On a c'est bien grâce à elle qu'on a eu beaucoup d'articles, hein, parce qu'elle a vraiment fait un énorme travail de présentation du livre quand elle est sortie. On a eu un compte rendu dans les Arocs, par exemple. Nous, tout seuls, on n'aurait pas eu de compte rendu dans les Arocs. Hein. Alors, quelle est très rapidement hein, l'idée de ce livre et puis les trois points qu'on va vous présenter. Donc, ce livre est le résultat d'une série d'événements que je vais rapidement résumer, qui a été, premièrement, un colloque l'été 2015 à Cerisy, où il y avait Yves Cochet qui était là, par exemple, donc qu'on connaissait par ailleurs, peu importe, mais où on a rencontré un nouveau type de catastrophisme. Hein. C'était quelque chose dont Raphaël avait l'habitude, qui a travaillé sur le discours forestier au XIXe siècle, où il y a un usage de la catastrophe, on pourrait dire pédagogique. D'autre part, on avait suivi l'élaboration, puisque on participait au séminaire qu'animait Jean-Pierre Dupuis et Monique à l'école polytechnique sur la montagne Sainte-Geneviève. On avait rencontré un deuxième type de catastrophisme, c'est celui que Jean-Pierre Dupuis présente dans pour un catastrophisme éclairé, qui était un catastrophisme qu'on pourrait dire méthodologique, puisque s'appuie sur Günther Anders et Hans Jonas, mais surtout sur Günther Anders, pour dire si on veut éviter la catastrophe, il faut l'anticiper. C'est le seul moyen d'y arriver. Et on anticipe la catastrophe pour mieux l'éviter. Et là, à Cerisy, on rencontre un troisième type de catastrophisme, et ça, on en a fait, je peux dire, l'épreuve personnelle, parce que dans ce séminaire de Cerisy, je dirais, le climat général était très, très catastrophiste et collapsologique. Hein, le livre de Pablo Servigne venait de sortir, hein, pourquoi tout peut s'effondrer. Et bon, Yves Cochet en était porteur. Et donc, nous, c'était aussi l'année où notre livre Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique venait de paraître. Donc, Dominique Bourg, qui était un des organisateurs du séminaire, du colloque de Cerisy, nous avait demandé de le présenter. Et on avait choisi comme thème de présentation pourquoi nous ne sommes pas catastrophistes. Donc, c'est dire que c'est pas quelque chose qu'on a découvert à ce moment-là. Et à la présentation, je ne donnerai pas son nom, mais un des collapsologues en chef, si je puis dire, nous a dit, mais vous avez rien compris, hein, l'effondrement, il est là. Autrement dit, c'était la thèse de la réalité de l'effondrement. Il ne s'agissait pas de dire, on anticipe l'effondrement pour mieux l'éviter, mais c'est une certitude et c'est inévitable. Alors, je développe pas ça parce que ce soit Pablo Servigne avec qui on a discuté, ou Yves Cochet avec qui etc. Bon, veulent pas faire la différence entre ce que dit Jean-Pierre Dupuis et ce qu'ils disent eux. Jean-Pierre Dupuis l'a fait, hein, et il l'a à plusieurs reprises confirmé, donc on maintient que c'est un type nouveau de catastrophe.
Donc, là-dessus, Raphaël fait un compte-rendu pour LSS de ce colloque, puis moi, je fais un article dans AOC, et Amélie Petit me demande, et donc nous demande, de faire un livre là-dessus. Et comme je disais tout à l'heure à Lydie, ça répondait aussi à une demande d'enseignants qu'on avait rencontrés. Je me souviens avoir croisé Catherine Aubertin, donc économiste de la biodiversité au muséum, et elle m'avait dit, mais écoute, j'ai plein d'étudiants qui sont effondris, collapso, etc. Il faut essayer de faire quelque chose, il faut essayer de donner des référents pour réfléchir à la question et pas être immergé dedans. Donc on a écrit ça, on a pu l'écrire parce que c'était le confinement et que donc on avait plein de temps, tous nos engagements ayant été annulés. Et donc on a écrit ça en mai, avril, mai, juin 2020. Et comme c'est une petite éditrice très efficace, il est sorti en septembre. Alors, je crois que si je résume, donc 3 ans après, ce qui est pour nous l'apport du livre, premièrement, je en donnerai en 3 points. Premièrement, la collapsologie qu'on a dite ontologique, ça existe. Et c'est une proposition contradictoire. La proposition de la certitude de l'effondrement est une proposition contradictoire. Raphaël va vous le montrer. Deuxièmement, qui s'en déduit, eh bien, contrairement au mot collapsologie, logie, logos, science, savoir, la collapsologie n'est pas une science, c'est un récit et qui peut être très, très mobilisateur là-dessus. Il s'agit de croire à quelque chose, on est donc dans l'adhésion, pas. Et troisième point, le pire n'est pas certain, ne signifie pas, il est certain que le pire ne sera pas. C'est juste une question de logique de logique des propositions. Le pire n'est pas certain, veut dire que il peut y avoir du pire. Cependant, et c'est ça, je dirais, la troisième thèse de notre livre, ça suppose qu'on change d'échelle. Ça suppose, il y a des catastrophes, on peut les appréhender, elles existent, elles ont déjà existé, elles vont exister encore, mais pour ça, il faut passer du global au local. Et à ce moment-là, ce qu'on dit dans le livre peut paraître contradictoire, qu'à la fois on critique le repli sur le local des collapsologues, et en même temps, nous-mêmes, on saisit vraiment les choses au niveau local. Alors c'est pour ça que cette édition de poche est assortie d'une postface qui est relativement longue, puisqu'elle fait une bonne vingtaine de pages, où on revient sur ces catégories globales et locales. Donc on va vous présenter ces 3 points-là, et je passe la parole à Raphaël pour les 2 premiers. D'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que les collapsologues sont convaincus. Alors, peut-être qu'on dit un peu s'ils n'ont pas d'idée du tout de ce que c'est. Alors, je vais surtout m'appuyer sur des textes qui viennent de Yves Cochet. Yves Cochet, c'est un ancien ministre de l'Environnement qui s'occupe de l'association Momentum. Et puis, il y a Servigne, Pablo Servigne et 2 autres. Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. C'est tous des agros. Alors, oui. Pablo Servigne est agro... non, je sais pas. Jean Blou. Je sais pas si c'est Jean Blou. Jean Blou, peut-être. Oui. Peut-être, enfin, belge. Et un des deux, Stevens, ou il y en a un qui est agro. Peut-être. Je sais pas. Quoi? Gauthier Chapelle, il est pas gros. Il est agro. Non, mais je crois qu'ils sont tous. Et ils ont quand même quelques différences sur lesquelles je me
Je dirais Non. peut-être pas forcément. Le, En gros, tous, hein, euh, le livre, le premier livre de Servigne 2015, pourquoi tout peut s'effondrer, on va aller de plus en plus sur tout doit s'effondrer. oui, c'est ça. Hein, tout s'effondrera. Oui. Hein. Et, euh, et alors, bon, j'estime que toute la science qu'ils vont mobiliser dans une argumentation leur donne toutes les raisons de croire en l'effondrement global, synchrone et homogène d'un système. Alors, un système qui qualifie parfois de thermo-industriel, de libéral productiviste, d'extractiviste, finalement de capitaliste. Hein. Euh, et c'est important parce que, alors je me souviens plus qui c'est qui a dit que il est plus Johnson. facile de penser la fin du monde que la fin du C'est capitalisme. Frédéric Johnson qui est un marxiste C'est ça, c'est un spécialiste de marxiste théorie de américain. la. Ce système qui englobe toute la planète, disent-ils, est à ce point si complexe, si fortement interconnecté, qu'il suffirait d'un rien, vraiment d'un rien, pour qu'il s'effondre et qu'il soit remplacé par un autre système. Pour ça, il suffit d'une perturbation. Ça peut être une perturbation venant de l'extérieur, par exemple l'intérieur, boursier, des guerres que provoque la compétition entre les États ou une extension du terrorisme, voilà. Ou, ma foi, des guerres, il y en a deux en ce moment, donc on voit que ça peut venir. Ou effectivement, d'une pandémie. Le destin de tout système complexe, selon eux, est d'être vulnérable. Donc, il y sur une théorie des systèmes complexes qui s'est inspirée de Joseph Tenter, T-E-N-T-E-R, qui, dans The Collapse of Complex Societies, considère leur conception comme d'autant plus. Ils considèrent à ce moment-là que cette conception est d'autant plus incontestable qu'on peut s'appuyer sur un référent, à savoir les multiples expertises internationales, et qui montrent effectivement l'évolution de la population, du pouvoir intérieur brut, bon, de l'évolution ce qu'il y a comme destruction de forêt, l'évolution enfin, donc, on voit à chaque fois, on a des courbes en crosse. À partir de là, ils disent qu'il va y avoir un effondrement global et ils réduisent la complexité du monde et la diversité de ses devenirs possibles à un seul devenir qui est celui d'un effondrement global. Alors cette conviction, qui me paraît important de mettre en question, puisque des systèmes complexes, hautement interconnectés, sont généralement, comme va très bien le montrer Jean-Pierre Dupuy pour se démarquer d'eux, sont à la fois résilients et vulnérables et ne sont pas nécessairement destinés à passer de la résilience à l'effondrement. Si un effondrement est possible, qu'avance les collapsologues, on est confronté, ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire pourquoi le catastrophisme de Dupuy revient à mettre en évidence et à privilégier le scénario du pire pour l'éviter. Et si on peut l'éviter, c'est qu'il y a d'autres avenirs possibles. Alors, l'argument tient au fait que dans ces réseaux d'éléments qui sont reliés à des quantités d'autres éléments, qui sont des nœuds, hein, des nœuds de relations, et qu'il y a des éléments
qui n'ont pas qui ont très peu de relations avec les autres, etc. Et d'après Dupuis, l'effondrement se fait quand c'est un de ces éléments stratégiques centraux. Un exemple, prenons un arbre. Un arbre donne vie à des quantités d'autres insectes, et puis ces insectes donnent des spérés et tout. Et donc, un arbre est à l'origine d'un petit écosystème. Ouais, bon. Là, par exemple, la chenille processionnaire du pin, qui est un des insectes qui se trouvait sur l'arbre, ça ne va pas changer grand-chose du micro-écosystème que forme l'arbre avec si on coupe l'arbre, c'est fini. Donc, effectivement, là, il y a effondrement. Même chose, bon, pour une forêt, on peut dire, on peut couper quelques arbres, c'est pas grave, parce que tous les animaux, toutes les plantes qui dépendent, mais si on fait une coupe à blanc, là, non, c'est un effondrement d'un système. Alors, ce qui caractérise une situation complexe, hein, dans laquelle on se trouve, évidemment, c'est en fait l'imprévisibilité. C'est le point défendu, en particulier par Edgar Morin, qui est un spécialiste de la complexité. Et je le cite, c'est pour ça que j'avais apporté ce papier. L'irruption de l'imprévu dans l'histoire n'a guère pénétré les consciences. L'imprévisible était prévisible, mais pas sa nature. D'où ma maxime constante, attends-toi à l'inattendu. Sachant enfin que le pire n'est pas sûr. Alors lui, il n'est pas certain, il n'est pas sûr. Oui. Euphoniquement, certain, c'est plus joli. Que l'improbable peut advenir et que dans le titanesque et inextinguible combat entre les ennemis inséparables que sont Eros et Thanatos, que l'absologue, tout du moins au début, ont pris le parti de Thanatos. C'est-à-dire de la mort. Quoi? C'est-à-dire de la mort. De la mort, oui. Alors, deuxième point, global. Dit global, mais en fait, on est en face d'un système complexe, mais à vrai dire, des catastrophes de par le monde. Que d'autre part, on peut se lire, si on regarde ce que Yves Cochet entend par effondrement. Je cite, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Si on regarde ça, mais où les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population. Et même dans les pays relativement riches comme les nôtres, il y a une partie de la population qui ne bénéficie en plus pas du tout des besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie. Donc, il faut se dire que ce que ne voient pas les collapsologues, c'est la diversité du monde et l'inégalité du monde aussi. L'inégalité, c'est comme si c'était l'illégalité. Oui. L'inégalité du monde.
Et donc, c'est de toute évidence un système qui préconise, enfin qui dit qu'il y a un destin commun à l'ensemble de l'humanité, alors que il va y avoir des catastrophes, il y en aura de plus en plus, celles-ci ne seront pas homogènes, elles ne seront pas contemporaines et elles atteindront certainement beaucoup plus les populations vulnérables, c'est-à-dire les moins riches. Et que d'une certaine façon, si effondrement il y a, c'est une crainte pour nous, classe moyenne des sociétés relativement riches, qui effectivement ne pourront pas continuer à consommer comme avant. Bon, c'est pas dramatique, mais des effondrements, il y en a eu et il y en aura. Et il y a eu des effondrements, si je sens, par exemple, aux sociétés amérindiennes, elles se sont effondrées après les premiers contacts avec les Européens qui leur avaient porté des germes contre lesquels elles n'étaient pas immunisées. Il y a eu un effondrement totalement de la population. Puis ensuite, il y a eu la colonisation, puis ils ont été relégués. Eh bien, voilà un effondrement qui a eu lieu. Et il y a eu des effondrements dans tous les pays qui ont été colonisés. Hein. Ce qui fait que pour un certain nombre d'ailleurs de gens, ce que l'on appelle anthropocène n'est qu'une plantationocène. Hein. C'est-à-dire, c'est pour mettre des plantations en place. Donc voilà. Moi, je pense que c'est pas un effondrement synchrone. Hein. Alors, en soutenant les collapsologues se présentent effectivement comme l'opposition la plus radicale à l'optimisme de ceux qui sont convaincus qu'avec un petit peu d'innovation technique et les mécanismes du marché, un marché libre bien sûr, il sera possible de limiter le réchauffement climatique, qu'il sera possible de limiter l'érosion de la biodiversité ou de s'y adapter. Et les pouvoirs publics prendront de bonnes décisions, mais simplement, ils ne les suivent pas. Alors, les collapsologues, pour expliquer leurs convictions, n'ont aucune confiance, certes, dans la technologie et dans les mécanismes du marché. Là, je suis assez d'accord avec eux. Mais conjointement, ils ont la conviction de l'impuissance des États à œuvrer pour sortir de l'addiction de nos sociétés aux énergies fossiles. D'ailleurs, pour eux, ils sont soucieux de préserver la croissance économique et de prolonger le business as usual. Et les pouvoirs publics montrent qu'ils ne sont nullement décidés à prendre au sérieux les engagements pris par eux-mêmes lors des COP diverses. Les bonnes paroles dont ils abreuvent le public au sujet de leur détermination sont des paroles en l'air. Mais les collapsologues, alors là-dessus, bon, cette impuissance des États, on peut la partager. Mais les collapsologues n'ont guère plus de confiance dans la capacité des sociétés civiles et des luttes socio-environnementales à changer le cours des choses et à obliger les gouvernements à agir. Ce double diagnostic d'impuissance justifie en partie leur croyance en un effondrement inéluctable. C'est la croyance qu'ils pensent avoir démontré scientifiquement. Alors, ça va? Non, mais un petit peu, vas-y encore un peu. Hein? Vas-y encore un peu. Ouais.
Alors, en fait, pour présenter leur thèse, Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle écrivent que l'effondrement de ce monde est une mise en récit à partir de chiffres catastrophiques, de ressentis, d'intuitions. Cette narration permet d'acter la fin de notre période thermo-industrielle et de donner un nouveau sens à ce siècle tumultueux. Deux pages plus loin, que ce récit doit permettre de vivre avec la conviction de l'effondrement, de s'y préparer et d'imaginer comment nous vivrons jusque-là avec cette idée en tête et comment ceux qui survivront vivront après, de telle sorte, le disent-ils, que le collapse soit un happy collapse. Bonne nouvelle. Alors, il faut dire que là-dessus, il se distingue très nettement quand même Servigne, Stevens et Chapelle de Yves Cochet. Pour Yves Cochet, c'est très simple, c'est sûr. L'effondrement, c'était en 2030. Ça aurait dû commencer vers 2020, mais 2030, c'est à peu près certain. Et quand est arrivé le Covid, la première réaction de Cochet, c'était de dire c'est encore plus autant que je ne pensais. L'ennui, c'est que il n'y a pas eu d'effondrement. Ça a été très grave, il y a eu plein de problèmes, bon, mais l'effondrement n'a pas eu lieu. La preuve, c'est qu'on a pu écrire ça. Et que ça se vend encore. Donc, si ça s'était totalement effondré. Euh, donc, et, et alors, selon lui, il se préoccupe absolument pas de la façon de réagir. Son idée, c'est que 50% de la population mondiale va disparaître. Et il a dit quelque temps plus tard qu'il serait très heureux si ce n'était que 49%. Mais il se préoccupe pas de ce que peuvent faire les gens face au malheur. Mais il pense à l'après avec des biorégions, des petites communautés locales autosuffisantes et qui réussissent à fonctionner entre elles. Alors avec, néanmoins, il y a une police. Bon, toujours des gens qui feront qui ne seront pas dans le cadre de la loi. Il n'y a pas de loi, mais il y a une police. Et pour être sûr que cette police ne vienne pas oppressive, tous les membres de la société survivante deviendront policiers à un moment de leur existence. C'est-à-dire que tout citoyen est à un moment donné policier. Alors, je ne sais pas si on était dans une situation comme ça, moi ça ne me plairait pas de devenir policier, mais ça ne fait rien. On est obligé de le faire. De même, il faut avoir quand même une petite armée des fois que la biorégion d'à côté vous fasse des crasses. Bon, et la même chose, il faudrait que il finit par trouver un truc où quand il se met à parler de la santé, on se rend compte qu'il n'a pas pensé, il pense pas un seul instant, ben, où c'est qu'il y aura des facultés de médecine, où c'est qu'il y aura des hôpitaux, qui c'est qui les gérera, etc. Donc, un trou total sur l'État. Normal d'ailleurs, c'est un ancien ministre, il était à la tête d'un gouvernement, il a compris que l'État ne pouvait rien, en tout cas pour un ministre de l'Environnement.
Donc, voilà. Gauthier, Chapelle, Gauthier, Stevens et Chapelle, c'est différent. Pour eux, il y aura une multiplication de catastrophes, donc elles ne seront pas nécessairement synchrones. Il n'empêche qu'ils tiennent à l'idée d'effondrement, mais ils ne sont pas forcément synchrones et on ne sait pas dans combien de temps ça va arriver. Ça peut être rapide comme très loin. Et moi, ça me donne idée là-dessus. Alors, d'une part, ça permet à Stevens, Chapelle et Servigne de développer une idée qui est relativement le côté le plus sympathique de leur démarche, qui est de dire au fond, face à une catastrophe, ce qui marche le mieux, c'est de compter sur les autres. C'est l'entraide. Et donc, développons dès maintenant les pratiques d'entraide de façon à ce qu'au moment de l'effondrement, les gens s'entraideront et réussiront à mieux supporter la chose. Et là, ils vont très loin. Il va jusqu'à dire, faut accueillir tous les migrants qui arrivent sur notre territoire. Très bien. Quelles que soient les raisons, ils ont de bonnes raisons de venir chez nous, faut les accueillir, c'est ça l'entraide. Et deuxièmement, l'idée, c'est on arrivera effectivement à des trucs qui seront des petites communautés, mais ils parlent pas beaucoup de de leur relation, ils parlent beaucoup plus de rapports qu'elles auront avec la nature, avec les non-humains, des pratiques, la permaculture, etc., etc. Donc c'est intéressant. Alors, la deuxième chose, et puis je passerai la parole à Catherine, qui est amusante dans le point de vue plutôt sympa de Servigne, Stevens et Chapelle. La deuxième chose qui est plutôt amusante, c'est quand ils disent on ne sait pas quand aura lieu. Donc, il y a toujours, ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que ça arrivera demain, mais ça peut arriver dans 100 ans ou plus. C'est un peu comme on est en face d'un effondrement qu'ils considèrent comme absolument nécessaire, indispensable, sans conteste, mais on ne sait pas quand il arrivera. Il a toujours une probabilité constante. C'est un peu comme les crues centenales. C'est pas parce qu'il y a eu une crue en 1910 à Paris que le risque d'avoir une crue aussi forte que 1910 a augmenté depuis. Pas du tout. On est toujours à la même, probabilité. Et donc, ça peut durer longtemps. Alors, dans un truc comme ça, d'incertitude constante liée à l'aléatoire, le mieux, c'est quand même de ne pas prendre de mesures. Le mieux, c'est le business as usual. Et c'est ainsi que ceux qui se présentent comme les plus grands détracteurs du business as usual en viennent à avoir une position sur l'avenir, d'un avenir qui est à la fois bouclé, hein, il n'y a pas d'autre avenir que l'effondrement, mais qui conduit au business as usual.
Bien, donc j'enchaîne. Donc, je crois que ce que Raphaël vient de vous montrer clairement, c'est à quel point, vous vous rappelez, la proposition collapsologique, c'est-à-dire l'effondrement est inéluctable, n'est pas tenable rationnellement. De quelque côté qu'on la prenne, elle ne tient pas. Hein. Et donc, la logique de la collapso ne tient pas. Alors, ce qui tient, et d'ailleurs, ce qui tient, c'est sinon le récit, où je reprendrai une distinction que font Yves Citon et Jacobo Rasmi dans un livre qui est paru juste avant le confinement, hein, et qui était plus favorable à la collapsologie que le nôtre, mais quand il faisait la distinction entre croire que et croire en. C'est-à-dire croire que c'est bon, je crois que Dieu existe, ou je crois que le soleil se lève le matin, c'est une proposition épistémique, une déclaration. Je crois en la vérité de ça. Alors, de ce point de vue-là, la collapsologie est l'objet d'une croyance, au sens où il s'agirait de l'affirmation, hein, d'une proposition rationnelle. Mais de ça, Citon et Rasmi distinguent ce qu'ils appellent croire en, qui est, ben, si je crois que le soleil, quand il n'y a pas de nuages, se lève le matin, c'est pas parce que j'ai un savoir en astronomie, c'est parce que l'ensemble des actes de ma vie fait que bah, tous les matins, le jour se lève et je me lève pour faire les occupations que j'ai à faire. Ça peut être n'importe quoi, hein, rester à la maison, aller travailler d'une façon ou d'une autre. Mais c'est croire en, c'est croire dans un certain contexte de sa vie. Et finalement, nous n'agissons que parce que nous avons c'est de la confiance, hein, que nous avons cette assurance que les choses vont continuer à être comme elles sont. Hein. Si euh, enfin, si je me lève le matin, je fais tout ce que je fais pour m'habiller, pour prendre le métro et aller travailler, et hop, il n'y a plus de travail, mais là, c'est pas une croyance, c'est pas une vérité qui disparaît, c'est la certitude d'un monde qui s'effondre. Et je pense que la collapsologie, à mon avis, enfin, on peut très bien montrer que la proposition, l'effondrement est certain, est une proposition contradictoire. La croyance en un monde qui est en train de s'effondrer, c'est-à-dire la perte de confiance constante dans ce qui est le théâtre habituel de mes activités, risque de ne pas être là. Ça a demeuré, ça pourrait même dire ça s'est renforcé. Et c'est beaucoup plus difficile à critiquer parce que ça suppose que on redéfinisse son rapport au monde. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose comme une persistance non pas de la croyance, du croire que, mais du croire en. Et c'est là ce qu'on appelle éco-anxiété ou de solastalgie, c'est autre chose. Mais ce qu'on appelle éco-anxiété, bon, cette impression d'être dans un monde dont les repères, hein, les saisons, hein, bon, Dieu sait si le temps qu'il fait est un objet de, hein, c'est mis en cause. D'où pour nous, la nécessité de continuer la critique, même si je pense que la phase collapsologique, elle est terminée. De continuer la critique, pourquoi? Parce que, faut dire, hein, que vivre dans la certitude, alors c'est sans doute difficile de vivre dans la certitude de l'incertain, hein, donc on a tendance à transformer cette certitude de l'incertain en certitude de l'effondrement. D'une certaine façon, c'est plus simple. Bon, c'est pas un cadre pour agir. Alors, ça a été très, très discuté. Et quand on a présenté le livre, et je me souviens à la discussion qui a été un des premiers du livre avec Pablo Servigne à Arrêt sur Image, c'était ce qui nous était objecté constamment,
est-ce que vous critiquez la collapsologie parce que vous pensez que croire en l'effondrement, ça rend l'action inutile. Ce qui en gros est vrai. Mais ce qui peut être discuté de quantité de façons et Servigne disant mais non, moi je connais des tas de gens qui sont certains d'effondrement et qui agissent. Alors ça posait le problème de l'action. C'est là le troisième point où je veux en venir, parce que il pouvait sembler à lire notre livre, alors bien sûr on n'avait pas eu ça dans la tête en l'écrivant, mais vu les retours qu'on a eus, il pouvait sembler à lire notre livre que d'une part on critiquait les collapsologues parce que ils rendaient l'action impossible, parce qu'ils justifiaient le non-agir, et notamment, de ce que Raphaël vient de dire, parce qu'ils annulaient le rôle de l'État. Alors, on peut dire que la collapsologie tout entière, le récit de l'effondrement, c'est finalement, ça se coule dans les vieux récits révolutionnaires, mais alors que dans les vieux récits révolutionnaires, il y avait la prise du palais d'hiver, il fallait quand même le prendre. Là, on est après. L'État s'est effondré, dans le récit collapsologique, on est après. L'État s'est effondré, 50%, peut-être seulement 49% de la population a disparu. Bon, et donc, on court-circuite le moment même de l'action dans ce genre. Oui. L'effondrement s'est mis à la place de la révolution. Oui, mais il n'a pas à faire. La même chose, on n'a pas à la faire. L'effondrement a fait la révolution à la place des révolutionnaires. Voilà. C'est assez commode. Et donc, la critique qu'on faisait, en particulier dans le dernier chapitre du livre, c'est que les collapsologues, finalement, niaient le rôle de l'État, c'est-à-dire, ils se situaient dans une société sans État, plutôt, et nous on prenait la position inverse, ou opposée, en disant, le problème n'est pas se passer d'État, le problème c'est d'obliger l'État à faire ce qu'il ne veut pas faire. Ce qui est le cas dans le changement climatique. Et de ce point de vue-là, il ne s'agissait pas de dire tout va bien sans État, il s'agissait de dire il y a une question de l'État, on ne peut absolument pas faire confiance à l'État, mais on a absolument besoin de l'État pour les hôpitaux, la police, tout ce qu'on avait vu pendant le Covid, ce qui a tenu, paradoxalement grâce à l'État, plutôt grâce à ceux qu'on a appelés les premiers ou les premières de corvée, mais il a fallu que les hôpitaux tiennent, il a fallu qu'un certain nombre de services de ce type tiennent. Donc on disait ça d'une part, et donc on critiquait, et en particulier Servigne, c'est le contenu d'une autre fin du monde est possible, du happy collapse, cette idée qu'on va se replier, mais on trouve ça chez Cauchet aussi, qu'on va se replier sur des petits groupes autonomes, on va se replier sur le local. On disait ça d'un côté, et on le redira toujours. Mais en même temps, ce qu'on disait, et on le redirait encore, c'est que pour nous, la collapsologie n'est que le passage à la limite, finalement, d'un discours qui ne se situe qu'au niveau du global. Si vous écoutiez l'été dernier, c'était le rapport du groupe 2 du GIEC, c'était très facile de devenir collapsologue à partir de là. Il y a une certaine façon d'entendre et regardez, le secrétaire général de l'ONU a parlé d'effondrement. Il a dit, alors je sais plus si c'est la biodiversité ou plus général, mais donc pour nous, la collapsologie était la pointe extrême d'un discours complètement situé sur le global, et nous disions, et c'était notre conclusion, au niveau, c'est vrai qu'il y a de la puissance, mais cette impuissance est à la fois d'ailleurs scientifique et politique au niveau global. Il n'y a pas de gouvernement du monde, et heureusement d'ailleurs, et il n'y a pas de savoir total du monde, et heureusement d'ailleurs. Et à partir de là, on disait, les choses importantes se passent au niveau local.
Et on citait, pour terminer, toute une liste de mouvements. Alors, c'est pas seulement les jardins partagés, les ZAD, mais c'est aussi, bon, c'était beaucoup ce que l'économiste Joan Martinez Allier, dont il fait son atlas de la justice environnementale, une cartographie mondiale de tous les lieux où il y a des luttes, ce qu'il appelle des conflits de redistribution, de justice environnementale. Ça peut être sur l'eau, ça peut être sur la terre, et c'est aussi bien en Chine qu'en Amérique du Sud, etc. Et on disait, oui, et on disait, juste après. Et on disait que c'est là que les choses se passent. Et on pouvait donc nous dire, mais vous dites à la fois, la collapsologie a le tort de croire qu'il n'y a de solution que dans des petits groupes autonomes locaux, mais en même temps, vous vous dites aussi qu'au niveau global, on ne connaît, on ne peut rien, on ne peut que lancer des alertes, on ne peut pas agir, et vous prônez une action locale. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire les deux à la fois? C'est là que tu veux intervenir? Non, je voulais intervenir un peu avant pour dire justement que on veut, si on a l'intention d'essayer de changer les choses, d'ouvrir des possibles en dehors de l'effondrement, ça peut pas se penser au niveau global pour des raisons à la fois de connaissance, parce qu'au niveau global, si on réfléchit au niveau global, on ne sait pas, même le climat, on ne sait pas très bien quel va être le climat à tel endroit, à tel moment, à telle période, et les conséquences que ça aura. Donc, on a un manque de savoir au niveau global. On connaît des chiffres globaux, on peut lancer des alertes, mais on ne peut pas aller au-delà. Et on ne peut pas avoir la prise sur le global non plus, parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial imposant sa volonté à l'ensemble des États. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait un gouvernement despotique. Donc, il faut revenir là où on peut avoir une prise sur le réel, qui est des choses plus locales. Voilà. Donc voilà, on pouvait sembler qu'on tenait des choses, mais aussi contradictoires. Donc, je répète, à la fois en reprochant au collapsologue un repli sur le local et une annulation de tout le reste, mais nous, en même temps, on tirait de la constatation de double puissance au niveau global, pas une préconisation d'action, une constatation des actions au niveau global. Donc, est-ce qu'on disait pas la même chose? Alors, c'est pour ça qu'on a écrit, et je vais la résumer assez vite, c'est pour ça qu'on a écrit cette postface pour répondre à ça. Et l'idée de la postface, qui est beaucoup tirée des derniers écrits de Latour, mais aussi de Chakrabarty, enfin peu importe. L'idée, c'est que la question, vous savez, la fameuse formule penser globalement, agir localement, a fixé le couple global-local comme une référence constante de la pensée écologique. À quoi, je veux dire, en nous appuyant beaucoup sur les derniers écrits de Latour, nous disons que le problème n'est pas simplement de savoir si on donne quel poids on met côté global ou côté local, de passer de l'un à l'autre, que le problème est du contenu même du global et du local. Et donc, l'objet de la postface, c'est d'interroger de quoi on parle quand on parle de global et de quoi on parle quand on parle de local. Alors, très vite, parce que on va laisser le temps de vous ayez un peu le temps de discuter, très vite, l'idée reprise à Latour, c'est que le global du GIEC, le global des sommets de la Terre, le global dans lequel s'installe la pensée écologique à partir des années 60-70, est complètement hérité de la modernité. C'est le global de Galilée,
Newton et de la révolution scientifique moderne, qui est le global de la globalisation économique, dans lequel se met la globalisation économique et les grandes visions stratégiques du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et que c'est dans ce global-là, et on peut le montrer en histoire des sciences d'ailleurs, c'est dans ce global-là que va s'élaborer la vision globale, cet état du monde que les scientifiques vont présenter. Alors, ils commencent très tôt, il y a l'appel de Menton en 72, mais qu'ensuite, institutionnalisé en GIEC sur le climat ou en IPBES sur la biodiversité, ils vont présenter dans ces grands rapports qui présentent des institutions internationales. Et de ce global-là, on reprend l'expression, la phrase de Latour, ce global-là, il n'existe pas. Hein, au sens où c'est une construction, et c'est une construction qui ne permet que de lancer des alertes et pas d'agir. Mais ce global-là, hein, qui hérite, je vous dis, qui hérite de la modernité, bon, vous avez tous entendu au moins le titre du livre de Coiré, hein, du monde clos à l'univers infini. Eh bien, ce global hérité de l'univers infini de la science moderne, il concentre, si je peux dire, toutes les valeurs positives, hein, de progrès, la phrase de Kennedy en 63, hein, la marée montante emporte tous les bateaux, hein, donc tout le monde va y arriver, hein, tout le monde va arriver à la prospérité. Ce global-là, le local qui lui correspond à cette conception du global est un local, c'est Pétain. Hein. C'est Pétain et la Terre ne ment pas, et le repli sur le local par haine du cosmopolitisme, par haine, et haine antisémite, par haine de cette globalité pour le repli sur un local qui ne vaut par lui-même. Et donc, si vous voulez, quand on veut quand même arriver à valoriser ce local-là, ce qui est le cas de Servigne, alors je dis pas du tout qu'il est pétainiste, hein, mais je dis qu'il hérite d'un local extraordinairement dévalorisé, et donc on ne peut le revaloriser que par inversion complète, en disant c'est le petit groupe replié sur lui-même, autonome, autosuffisant, qui est l'espoir, parce que aussi, si vous voulez, ce que dit Latour, il a raison, hein, entre autres choses, les accords de Paris qui allaient intervenir en 2015, c'est l'effondrement, ce global. Hein, les accords sur le climat, c'est de dire, eh ben non, la marée montante ne soulèvera pas tous les bateaux, tout le monde n'y arrivera pas. Hein. Et donc, à cet effondrement du global peut correspondre immédiatement une valorisation du local, qui est le local qu'abandonne ce global perdu. Et donc, l'idée, c'est comme ça que Servigne voit la solidarité, c'est l'idée de petits groupes autosuffisants. Bon, le problème, c'est que ça non plus, ça n'existe pas. Ce qu'ont très bien montré Greber, le dernier livre de Greber et l'autre, qui c'est un nom du genre Winslow, enfin je le trouverai, dans Le commencement était, c'est que même dans des temps fort éloignés, peut-être même, enfin oui, en début de l'Holocène, en Amérique du Nord et du Sud, où vous savez pas d'État, etc., et vous avez des petits groupes, ils sont tous liés les uns aux autres. Hein. On va d'un bout à l'autre, de l'Alaska jusqu'au bas au moins au bas de l'Amérique du Nord. Il y a donc des petits groupes autosuffisants, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. D'où l'idée, qui est celle de Latour et qu'on reprend, qui est que, eh bien, il faut une autre conception du global, une autre conception du local. Donc, partir le global n'existe pas. Alors, j'avais une phrase de Latour, hein, je la cite, c'est dans Face à Gaïa. La raison pour laquelle la relocalisation du global est devenue si importante, c'est que la Terre elle-même ne peut être saisie globalement par personne. Donc, le global n'est pas directement accessible, on ne saisit le global que localisé.
Mais de là, ça donne une toute autre conception du local, je dirais une conception qu'on peut dire relationnelle du local, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on abandonne dans la conception. Donc, si vous voulez, il n'y a finalement que du local. On ne saisit jamais le global dans sa totalité, on ne le saisit que dans ses localisations, à travers des localisations. Mais ces localisations, c'est l'ensemble des liens qui lient, je vais me faire comprendre, qui se développent dans le monde. C'est-à-dire, il y a du local, mais ce local n'est pas de l'enracinement. Alors ça a été, il n'y a pas que la tour qui montre ça, qui ont bien montré que on n'a pas besoin, pour être attaché à un local, on n'a pas besoin d'être né natif de ce local, et on n'a pas besoin d'y rester toujours. Hein. C'est la fin de Walden de Soho, où Soho, bon, qui est un des Walden, c'est une des images de la localisation. Walden Thoreau termine Walden en disant « Et je repartis de Walden aussi facilement que j'y étais arrivé ». C'est-à-dire, il n'y a pas local, oui, mais pas enracinement, local, mais se définit comme local l'ensemble des liens que j'ai de proximité en proximité avec le reste du monde. Alors, détaché de l'enracinement, situé dans une conception, alors moi aussi j'avais des définitions, mais je ne les ai pas portées, tant pis. J'avais une définition de Nathalie Blanc qui était très bien sur justement, le local ne se saisit que dans des relations entre des lieux. Une des importances, si vous voulez, une des objections qu'on peut faire aussi bien à Servigne, aussi bien à Servigne qu'à, oui, non, mais j'arrête. Quand je peux faire aussi bien à Servigne qu'à nous, c'est de dire, mais vous dites que les choses importantes ne se passent qu'au niveau local, mais on n'arrivera jamais à réunir tous ces locaux. Je pense que quand on a une conception relationnelle et pas situationniste, si je puis dire, du local, l'efficacité s'en comprend mieux parce que c'est une efficacité en réseau, et c'est pas une efficacité en échelle hiérarchique. Hein. L'État est important parce qu'à un niveau d'échelle, il a une capacité d'action beaucoup plus grande qu'un village. Hein. Là, on est dans des relations en réseau. Donc, il n'y a pas un déficit d'efficacité du local. Et donc, la question est donc pas la question, c'est pas seulement global, local, c'est sur quel local on se situe. Alors, pour terminer, faire saisir l'opposition, là aussi, je reprendrai une opposition de Latour qui dit il faut distinguer entre la terre dont on vit et la terre où l'on vit. La terre dont on vit, c'est toutes celles qui arrivent dans nos assiettes, dans nos appartements, dans nos voitures. On sait qu'il faudrait 4 terres pour un Américain, 2 pour un Européen. Et heureusement, il y a le reste du monde qui fait baisser la moyenne. Hein. Mais la terre dont on vit, c'est ça l'ancien global. Hein. C'est ça la mondialisation. Enfin, j'aime mieux pas parler mondialisation, globalisation, parce que bon, il y a beaucoup de. Disons, c'est ça l'ancien global. Et la terre où on vit, c'est celle sur laquelle, pendant le confinement, Latour a beaucoup écrit en disant, eh bien, la terre où on vit, c'est celle où on peut faire le questionnaire qu'il proposait en disant, bon, de quoi est-ce que je ne peux absolument pas me passer? De quoi est-ce que je peux me passer? Hein, de quoi est-ce que j'ai besoin? Du paracétamol qu'on soit pas en train de le fabriquer en Chine. De quoi est-ce que je peux me passer? Des cerises
venant du Chili au mois de décembre. Bon, je schématise, hein. Mais vous voyez que entre les estimations de production qui sont autour de la Terre dont on vit et les découvertes d'attachement de la Terre où l'on vit, il y a l'opposition entre des conceptions de la production et des conceptions de l'habitabilité. Hein, le local relationnel dont nous parlons, enfin, on a compris que c'était ce local relationnel que nous parlions, celle de l'habitabilité de la Terre, c'est pas le global, je dirais, ni de la croissance, ni de la décroissance. C'est une autre question. Voilà. Merci beaucoup.